Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 21 mai. 600 startups, 275 laboratoires de recherche publics et privés, des centres R&D, deux grands groupes. L'écosystème Paris-Saclay regroupe de nombreux acteurs de l'innovation. Chaque année, l'événement Paris-Saclay Spring permet de prendre le pouls de ce bassin unique en Europe. Alors que ce rendez-vous s'achève ce 21 mai, nous faisons le point avec Jérémy Hervé, directeur du développement économique et de l'innovation au sein de cet établissement public d'aménagement. Du 22 au 30 mai, la Croix-Rouge française organise ses journées nationales et à Sartrouville, l'unité locale se mobilise en organisant des journées de collecte sur 3 communes. Enfin, côté loisirs cette semaine, un agenda qui se remplit pour ce premier week-end de déconfinement. Avec Célia Gatsongo, nous irons à Thoiry et Dampierre et nous évoquerons la fête de la nature 2021. Juste avant cela, le gouvernement l'a annoncé ce jeudi 20 mai, la vaccination contre le Covid-19 sera ouverte dès le 31 mai à tous les plus de 18 ans, soit 2 semaines avant la date prévue au calendrier. Autre information, à Saint-Quentin en Yvelines, le vaccinodrome ouvre vendredi 21 mai de 20h à 23h la vaccination pour tous les commerçants et salariés ainsi que les agents territoriaux sans condition. 1000 créneaux prévus pour ces professions. Comme je vous le disais en titre, le Paris-Saclay Spring, rendez-vous de l'innovation, s'est tenu ce 20 et 21 mai. 600 startups, 275 laboratoires de recherche publique et privés, des centres recherche et développement de grands groupes. L'écosystème Paris-Saclay regroupe beaucoup d'acteurs de l'innovation. Pour en parler, nous accueillons en visioconférence avec nous Jérémy Hervé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur du développement économique et de l'innovation au sein de l'établissement public EPA, nous dirons EPA ensuite, Paris-Saclay. Alors d'abord, comment s'est déroulé cet événement, le Paris-Saclay Spring, sur ces 48 heures ? Écoutez, je pense que cette édition, qui est donc la 3e édition de Paris-Saclay Spring, s'est très bien déroulée. On a eu un beau succès, près de 2000 participants. Beaucoup de rendez-vous d'affaires ont pu être tenus et beaucoup de contacts ont pu être établis entre les différents participants, soit dans le cadre de rendez-vous en amont, soit sur le salon virtuel, où on pouvait aussi interagir avec les exposants. Et puis également sur le plateau télé, une belle réussite avec 9 heures de direct, de grandes conférences. Et c'est une réussite aussi en termes de performance sur ce plateau télé, puisqu'on avait pas moins de 78 intervenants sur ces 9 heures de live avec des grands temps forts. Donc une belle réussite pour nous, malgré des conditions cette année évidemment un petit peu plus particulières que les précédentes éditions. Vous l'évoquez, en effet, crise sanitaire oblige, une partie de Paris-Saclay Spring était en digital. Comment ça s'est passé pour organiser ? Est-ce que vous aviez des craintes que cette crise sanitaire empêche Paris-Saclay Spring 2021 ? Oui, on avait des craintes. Alors, comme tous les événements, ils s'organisent un an à l'avance. L'été dernier, tous les voyants étaient au vert. Mais comme on avait dû annuler l'édition 2020, on voulait être préparé au pire. Donc, on avait envisagé le scénario du pire qui était celui du confinement. Et donc, on avait préparé tous les outils pour être en distanciel, à la fois un plateau télé pour remplacer toutes les conférences, les tables rondes qui se déroulent normalement en présentiel. On avait également un salon virtuel pour faire face à l'absence de pouvoir se retrouver. Donc, on avait tous les outils digitaux. On était prêts pour cette édition. Et puis, les intervenants sur le plateau, évidemment, respectaient tous les protocoles en vigueur. Voilà, donc ça a pu se dérouler malgré des conditions évidemment difficiles et pas forcément souhaitables. On l'imagine bien. Alors, partie digitale, on vient d'en parler, mais il y avait aussi une partie quand même, entre guillemets, en présentiel. À l'occasion de cet événement, les entreprises de ce territoire qu'est Paris-Saclay, à cheval entre l'Essonne et les Yvelines, ouvraient quand même leurs portes pour faire découvrir leur travail en la matière via les circuits de l'innovation, une partie de cet événement. C'était le cas ce vendredi 21 mai dans l'entreprise Bouygues Construction et son site Challenger à Guyancourt. Le groupe s'est associé et on voit le reportage de Grégory Canalé.
Installé sur ce site de 30 hectares depuis 1988, Bouygues Construction a profité du Paris-Saclay Spring pour dévoiler son siège et ses activités au cours d'une matinée. Un circuit de l'innovation en petits groupes, crise sanitaire oblige, est divisé en deux parties. Les participants ont pu découvrir notamment le travail du groupe pour rendre les territoires plus connectés et durables. Un territoire connecté est un territoire qui intègre des technologies, qui connecte l'ensemble des infrastructures qui sont à sa disposition, des infrastructures de vidéoprotection, des signalisations de feux tricolores, d'éclairage public, les bâtiments de la ville. Et tout cela communique au sein d'un hyperviseur ou un central qui permet d'optimiser la gestion de ces infrastructures. Un parcours qui s'est poursuivi au Design Lab, une nouvelle salle présente sur le site. L'objectif, montrer ce que la technologie peut apporter au monde de la construction, notamment grâce aux outils de réalité virtuelle et augmentée. Tout ceci nous permet soit d'améliorer notre qualité sur les chantiers, d'assister les personnes sur les chantiers pour implanter des ouvrages, pour travailler plus facilement, soit également en amont, comment on peut aider le client à se projeter sur le bâtiment terminé alors qu'il n'est pas encore construit. Et la vingtaine de participants a pu tester ces technologies. On voit vraiment ce qui se passe au niveau technologique en fait, et on peut partager avec les autres. C'est vraiment bien immersif. C'était l'occasion pour moi de voir ce qui se faisait autour de ces Smart City et l'expérience ce matin était intéressante parce que c'est un environnement de démo, on voit aussi des applications concrètes. Proposés ce vendredi 21 mai dans le cadre du Paris-Saclay Spring, ces circuits de l'innovation se sont déroulés en tout dans 10 entreprises et grands groupes du territoire. Jérémy Hervé, vous êtes toujours en visioconférence avec nous, je le rappelle, directeur de l'innovation et du développement économique au sein de l'EPA Paris-Saclay. Alors, on l'a vu dans ce reportage, est-ce que pour vous aussi, c'était une réussite, ces circuits de l'innovation, ces visites en entreprise ? Je crois que vos images le montrent. On avait proposé un planning de plus de 10 circuits d'innovation. Donc, on a ouvert les portes de 10 centres de R&D, que ce soit public ou privé, puisqu'il y avait aussi des laboratoires, notamment les laboratoires de l'Observatoire de l'Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Donc, beaucoup avaient accepté de jouer le jeu des portes ouvertes. Et je crois que c'est une occasion rarissime de pouvoir visiter ce genre de site. C'était pour nous la possibilité de garder au moins cette partie-là en présentiel, le lien avec le territoire qui est essentiel. Et l'année prochaine, j'espère qu'on peut tous se retrouver et pas uniquement sur les circuits d'innovation. Donc 2 jours d'échange, 48 heures, qui ont aussi vu la constitution d'un réseau d'ambassadeurs. C'est une nouveauté 2021. Alors ces ambassadeurs, ils sont issus de grands groupes et acteurs économiques déjà implantés sur le territoire. Quel va être son objectif ? Alors l'objectif de cette démarche ambassadeur, c'est vraiment de montrer comment nos grands groupes, nos grands industriels ici à Paris-Saclay peuvent porter haut les couleurs de Paris-Saclay dans leur travail au quotidien. Évidemment, ce sont nos meilleurs porte-parole pour expliquer à travers leurs réunions au quotidien en France, mais aussi à l'international, et je dirais même surtout à l'international, l'intérêt d'être au sein de cette communauté d'innovation qui est Paris-Saclay, l'intérêt de s'implanter ici pour travailler ensemble et améliorer l'état de l'art de la recherche. Donc, ce sont tout simplement nos meilleurs porte-parole et donc on voudrait leur passer le flambeau. Et donc, à l'occasion de cette édition 2021, on a lancé cette démarche ambassadeur et 3 grands groupes étaient avec nous pour lancer cette démarche et d'autres grands groupes du territoire vont, je l'espère, nous rejoindre. Dernière question, Jérémy Hervé. L'an prochain, est-ce que vous préparez déjà la nouvelle édition ? Oui, on est déjà à pied d'œuvre et on aimerait beaucoup que cette prochaine édition puisse se dérouler cette fois-ci dans les Yvelines. Donc, on travaille pour le moment à identifier où on pourra avoir lieu cette prochaine édition qui, je l'espère, pourra se dérouler cette fois en présentiel. Et dans des conditions sanitaires normales, on l'espère tous. Merci Jérémy Hervé d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur du développement économique et de l'innovation au sein de l'EPA Paris-Saclay. Et le reste de l'actualité de la semaine, c'est Astrid Bergère qui nous le résume en 78 secondes. 10 ans sont passés depuis la création de l'association cynophile de la police municipale. À l'occasion de cet anniversaire, l'association, basée à Elancourt, a remis un présent à la commune qui a œuvré pendant toutes ces années à son développement. Ils sont 11 et ils vont se battre pour la présidence de la région Île-de-France. Les candidats et leurs listes pour les élections régionales de juin prochain avaient jusqu'au 11 mai pour se déclarer officiellement en préfecture.
Sans surprise, Valérie Pécresse brigue un nouveau mandat et selon les sondages, son principal opposant reste Jordan Bardella pour le Rassemblement national. C'est maintenant sûr, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillera la Ligue des champions du cyclisme sur piste le 20 novembre. La compétition qui aura lieu pour la première fois sera répartie sur 6 soirées et pendant 6 semaines. Ils seront 72 à participer. 19 mai, cette date était attendue de tous. C'était la deuxième phase du déconfinement. Les commerces non essentiels et les lieux culturels ont pu rouvrir avec des jauges réduites. Les bars et les restaurants, eux, peuvent à nouveau accueillir des clients en extérieur. Qui dit réouverture des lieux culturels dit premier spectacle. Le 19 mai au soir, la batterie à Guyancourt a organisé un événement surprise. Une douzaine d'artistes aux univers et styles différents se sont succédés face à 80 spectateurs. Et après cette semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end? Comme chaque vendredi et même pendant avec ce déconfinement, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons au zoo. Si vous aimez les animaux, le zoo Safari de Thoiry vient de rouvrir ses portes après des mois de fermeture. Plusieurs bébés sont nés durant le confinement et sont donc à retrouver dans le parc qui compte plus de 75 hectares. Un montage de Xavier Jalin. Au parc de Thoiry, pendant le confinement, plusieurs bébés ont vu le jour comme les makikata, une espèce de lémurien. Un couple de coyotes est arrivé également le 27 avril. Fermé depuis quasiment 6 mois, le parc de plus de 75 hectares a retrouvé ses visiteurs enjoués. Moi, j'ai vu des kangourous, des perroquets, des bébés kangourous dans la poche des mamans, aussi des lions, des serpents, des crocodiles, et aussi une autruche. On en a profité, c'est la réouverture, et puis avec les enfants le mercredi, c'est toujours. Ils avaient hâte de pouvoir revenir. On a l'habitude de venir, donc voilà. On avait hâte. Louis adore aller au zoo. On a le pass annuel à Thoiry, donc du coup, on y va avec grand plaisir, oui. Depuis le 19 mai, ces 6 oursons font aussi connaissance avec le public. Ils sont nés cet hiver. Il passe 2 mois accroché à la mamelle de sa maman dans sa tanière et il ressort dans le monde réel quand il est capable d'être autonome sur la partie froid et autres et protection avec sa maman. Avec la crise sanitaire, le port du masque est toujours obligatoire dans tout le parc et le zoo Safari de Thoiry a maintenu sa charte Zoo Clean and Safe. Ça fait 1 an qu'on vit avec un protocole sanitaire de 19 pages, où toute la restauration est en vente à emporter, sur les tables extérieures, toute la partie caisse est faite majoritairement sur Internet. Évidemment, on prend aussi les gens qui viennent sur place, mais on met en vente les billets en ligne, billets datés, jour par jour, en fonction des jauges qu'on a. Et si l'on veut poursuivre l'aventure plus longtemps qu'une journée, le zoo de Thoiry propose une nuit dans l'une des 20 tanières, une nouveauté 2021 pour dormir avec les ours, les loups et les bisons. Un salon art et jardin dans le domaine de Dampierre en Yvelines. Première édition ce week-end, le 21, 22 et 23 mai. Plus d'une centaine d'exposants seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire en matière de jardinage et de décoration. Pour l'occasion, un jardin éphémère de plus de 300 mètres carrés sera réalisé et des concerts seront prévus chaque soir. Tour du programme dans l'Interview Express avec Sandrine Anjubot, l'organisatrice. Regardez. Il n'y a pas de grand salon qui réunit tous les professionnels de proximité. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de les faire rencontrer avec le grand public. Des pépiniéristes, des entreprises de décoration de jardin, et bien évidemment, des artisans menuisiers aussi, spécialisés dans les salons de jardin, les vérandas, les paysagistes. Voilà, donc on a pas mal d'artisans sur le thème du jardin. On a l'art qui est au même niveau que l'activité de jardin. Donc là, on a une 50aine d'artistes aussi, donc sculpteurs, peintres. Alors je crois qu'on va avoir évidemment des amateurs de jardin, ça c'est sûr. Je pense qu'il va y avoir aussi des professionnels qui vont venir, j'ai ouï dire. Et puis, il y a les promeneurs, évidemment, et puis il y a ceux qui aiment l'art.
Alors, ceux qui sont attirés par l'art vont avoir envie de visiter ce salon. Je pense que là, on va attirer quand même plusieurs univers. La fête de la nature revient pour une 15e édition. Le département des Yvelines l'organise au Parc du Peuple de l'Herbe à Carrières-sous-Poissy de 14h à 18h pour célébrer la biodiversité. Véronique Brondeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Parc du Peuple de l'Herbe. Cette année, le thème de l'édition 2021, c'est « À travers 1001 regards ». Pourquoi ce thème de l'observation ? En fait, donc tout à chacun n'a pas le même regard sur la nature. Un photographe ne la regardera pas de la même façon qu'un écologue ou encore un sportif. Et du coup, on a voulu donc s'associer au thème national et proposer donc une série d'activités au grand public sur le thème du regard. Donc c'est pour ça qu'on retrouvera pas mal d'activités, dont un photographe qui présentera son exposition à la Maison des Insectes l'après-midi et qui proposera aussi le matin donc un stage d'initiation à la photographie. On aura également pas mal de balades. Une balade nature insolite en gyropode pour découvrir les différents sites du parc. Une balade aussi pour les bébés, une balade découverte des papillons et aussi une balade sur les petites bêtes pour les petites têtes. Il y aura également donc, des randonnées proposées par le comité de randonnée pédestre des Yvelines. Donc cette année, en fait, on propose pas mal d'activités pour les petits, puisque c'est une vraie demande qui est ressortie des enquêtes qu'on a pu faire sur le parc pour que la population puisse visiter le parc. Donc ça, c'était pour les activités dans le parc. Et puis, on a une série d'ateliers autour de la Maison des Insectes, des ateliers lecture de paysages. On a aussi essayé d'aborder le thème à travers le regard des animaux, ceux des oiseaux, en fait, ce qu'ils voient, et aussi des insectes, comment ils perçoivent leur territoire, leur environnement. Donc, c'était aussi ce regard-là, pas uniquement de l'homme, mais aussi celui de la nature. Il y a beaucoup d'animations qui sont proposées, vous le disiez, mais quels seront un peu les temps forts durant cet après-midi ? Alors, on a un petit spectacle qui s'appelle Au fil des saisons, donc avec 2 représentations à 15h30 et 16h30. Donc, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de pluie dans le parc parce que c'est tout en plein air. Et puis après, bien évidemment, vous avez la Maison des Insectes avec l'exposition d'insectes vivants. Elle sera ouverte en accès libre au public. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une deuxième exposition aussi, c'est l'exposition temporaire Regard sur les espaces naturels sensibles dans les Yvelines. De quoi va parler cette exposition ? En fait, c'est une exposition de Sébastien Bier, c'est un photographe naturaliste, donc qui a photographié la faune et la flore des Yvelines, en particulier sur les espaces naturels sensibles. Donc le parc du Peuple de l'Herbe est un espace naturel sensible, mais dans les Yvelines, il y a 2800 hectares d'espaces naturels sensibles, et c'était l'occasion là de mettre en avant les autres espaces naturels sensibles des Yvelines avec des superbes photos. Donc je vous invite à venir rencontrer le photographe puisqu'il sera là samedi après-midi, pour présenter ces clichés. Durant cet après-midi, on peut fabriquer en famille une carte nature, si j'ai bien compris. Comment ça va se passer ? Du coup, en fait, les participants auront à leur disposition divers supports naturels et ils pourront donc fabriquer une carte nature. Voilà. D'accord. Il y a aussi, donc, vous l'avez dit, pas mal d'animations pour les petits. Donc, c'est de 1 an, à partir d'1 an jusqu'à 5 ans. Est-ce que ce public est sensible à la biodiversité, à la nature ? Oui, c'est très important, en fait, de pouvoir proposer des activités dès le plus jeune âge. Parce que tout ce qui est, ça développe les sens, c'est très important pour leur développement personnel, c'est très enrichissant. Et le développement par des activités d'éveil, par les sens, donc c'est très important et on souhaitait le proposer. C'était une vraie demande aussi du public. Et ce sont des animations à faire en famille, j'imagine. Oui, effectivement, voilà, c'est ça. Ce sont donc les parents, enfin toute la famille est invitée à accompagner donc les enfants dans cette découverte de la faune, de la flore du parc, de toutes ces richesses. Et toutes les animations sont gratuites ?
Oui, bien évidemment, elles sont gratuites. Après, je ne cache pas qu'avec les conditions sanitaires, donc le port du masque est obligatoire dans le parc, mais avec les conditions sanitaires, il y aura peut-être un peu de queue, donc il faudra être patient. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Véronique Brondeau d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Et pour finir cette page loisir, je vous propose une idée de sortie pour ce week-end. La fête de la nature se déroule aussi à Plaisir. De nombreuses animations seront proposées. Samedi 22 mai à 10h30, une rando zéro déchet est organisée. Départ à la maison des familles Flora Tristan. Dimanche 23 mai, vous pourrez troquer vos plants et graines au marché de Plaisir de 10h à 12h. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Comme chaque semaine, votre rendez-vous en partenariat avec les Surligneurs, ce collectif qui décrypte les déclarations des personnalités publiques et politiques. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des Surligneurs. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté d'humains peut vivre en respectant des règles communes ? Un des ingrédients de la recette sociale, c'est l'établissement de règles supérieures qui, plus elles sont nécessaires à la préservation de la démocratie, plus elles sont difficiles à modifier. C'est à cette dure loi du vivre ensemble que Michel Barnier devra se plier si, et il s'y prépare, il est élu président de la République en 2022. Car que propose-t-il ? Eh bien, de suspendre une partie de l'immigration et aussi de suspendre le regroupement familial. Outre que cette procédure ne concerne qu'une infime part de l'immigration légale, cette promesse semble juridiquement bien irréaliste et politiquement impossible à tenir. Pourquoi ? Eh bien parce que le regroupement familial est un droit qui a d'abord été prévu dans notre Constitution, dans une disposition qu'il faudrait donc modifier et donc réunir une majorité des 3/5 au Parlement. Première difficulté. Mais il faudrait aussi quitter la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège elle aussi ce droit au regroupement familial. Sauf que quitter la CEDH implique de quitter aussi le Conseil de l'Europe, une organisation de 47 États qui veille à la préservation de la démocratie. Aucun parti sérieux en France, pas même les Républicains, ne propose un tel séisme. Mais il faudrait encore réviser une directive de l'Union européenne, autrement dit avoir l'aval formel notamment du Parlement européen. Clairement, ce n'est pas demain la veille qu'une majorité politique se dégagera en Europe sur cette promesse. Ou alors, il faudrait sortir de l'Union européenne. Et là encore, le Frexit n'est même plus au programme du Rassemblement national, c'est dire que la tâche serait impossible. Tout ça, il faut le dire, pour 4% à peine de l'immigration légale, soit une dizaine de milliers de personnes chaque année. Mesdames et messieurs les Républicains, êtes-vous prêts à tirer au canon pour écraser une mouche ? Pour refermer ce 7-8 week-end, du 22 au 30 mai, la Croix-Rouge française organise ses journées nationales. Dans les Yvelines, l'unité locale de Sartrouville et ses 70 bénévoles ont programmé des journées de collecte sur 3 communes, Sartrouville, Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi. On écoute le président Pierre Meyer au micro de Michael Elmidoro. Nous allons nous trouver avec un tronc de quête, évidemment, au carrefour, et on profite notamment de ces lieux où les voitures peuvent s'arrêter, où les passants peuvent s'arrêter, pour leur proposer de participer à cette quête en mettant un peu d'argent. Aujourd'hui, il y a un peu moins de liquidité que précédemment, mais dans les troncs qu'on leur présente. On va essentiellement se concentrer sur ce point de la Croix de Noailles, mais également éventuellement au magasin Carrefour de Sartrouville. Les fonds qu'on va récupérer en ce qui nous concerne Sartrouville, je rappelle quand même que chaque unité locale de la Croix-Rouge est autonome dans ses activités, essayant d'abord de répondre aux besoins locaux. Et donc, en ce qui nous concerne, on envisage de créer l'année prochaine, et pas cette année parce que ça demande un certain temps et ça demande notamment l'aménagement des locaux que nous prête la mairie de Sartrouville, mais création d'un point d'hygiène. On a de plus en plus de demandes d'aide. Donc ça, c'est le point, je dirais, qu'on peut imaginer lié à la situation qu'on connaît actuellement. Et puis, malgré tout, on connaît un point peut-être positif qui est quand même qui rassure, c'est une augmentation de la solidarité. On reçoit peut-être plus qu'avant. On a reçu pendant toute cette période des propositions de bénévolat.
C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur TV78 et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.